Julien Freitel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes politologue, professeur des universités, directeur du département de sciences politiques de la Sorbonne. Votre dernier ouvrage, sorti il y a quelques mois, Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée, qui est à la découverte. On en parlait à l'instant, c'est une France fracturée qui se réveille ce matin, certes avec un président reconduit, mais avec une extrême droite qui n'a jamais été aussi forte, une abstention quasiment historique. Comment gouverner une France comme ça ? Alors, merci de m'avoir invité. Vous me posez une question quand même délicate, c'est comment gouverner, alors que moi, mon métier consiste à comprendre comment les acteurs politiques gouvernent et avec quels paramètres. Je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour savoir comment ça va gouverner. Je suis assez sensible à ce qui se passe le soir de l'élection. Il y a ce qu'on appelle le troisième tour, c'est le moment où tous les commentateurs, les responsables politiques font parler les voix. Et moi, dans ma discipline, on apprend à se donner du temps pour savoir vraiment ce qu'ont voulu faire les gens qui votaient pas, et pourquoi ils se sont reportés éventuellement au second tour. Il y a peut-être des grandes lignes qu'on peut détecter, mais c'est vrai que je pense qu'il faut du temps. Et là, on voit qu'il y a une compétition dans le jeu politique pour imposer un sens à l'élection. On voit des compétiteurs qui sont déjà sur les élections législatives. Et d'ailleurs, on voyait que dans la campagne, un certain nombre de candidats étaient déjà sur le coup d'après, c'est-à-dire sur le coup législatif. Ce qui veut dire qu'on saura exactement comment ça peut se gouverner une fois que les élections législatives auront eu lieu. Vous parlez d'électorat fractionné. J'ai envie d'abord de rappeler que l'électorat n'existe pas. En fait, c'est tout le temps... il y a toujours des citoyens, il y a toujours des Français, des Françaises qui ont des conditions de vie assez différentes. Une société, c'est jamais homogène. Et donc, les votes expriment aussi des manières de vivre. Il y a un célèbre politologue américain qui disait qu'on pense politiquement comme on est socialement. Et c'est ça qui est intéressant pour moi de comprendre ce qu'ont voulu dire celles et ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. Et à quel mode de vie, quelle projection dans l'avenir ça renvoie. De la même manière, celles et ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour, alors on sait qu'il y a une part qui s'est rabattue sur Emmanuel Macron pour éviter l'élection de Marine Le Pen, une autre part qui adhère à son projet, et là aussi voir comment cet électorat composite va vivre et traverser ces périodes jusqu'à l'élection législative. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et en tout cas, je ne peux pas vous dire ce qui va advenir, et tant mieux, puisque c'est pas mon domaine. Comment vous expliquez en tout cas ceux qui n'ont pas voté, 28%, même ceux qui ont voté blanc, on est quand même à 4,5%. Alors ça s'explique depuis un certain nombre d'années. Alors, pour des raisons sociales, les gens les plus précaires sont les plus éloignés des élections et des urnes. Ceux qui ont des contrats de travail, les moins pérennes, sont ceux qui participent le moins. Donc vous avez ceux qui ont le moins de diplômes, les milieux populaires qui participent le moins. Et puis on a parlé de cette jeunesse. Alors cette jeunesse aussi qui est plurielle, c'est-à-dire que, vous l'avez bien dit, il y a une jeunesse qui ne vote pas mais qui participe à la vie politique, qui préfère l'action directe, pas l'action directe au sens terroriste du terme, l'action directe au sens où c'est descendre dans la rue, c'est se battre pour une cause, c'est être sur des projets concrets et pas forcément sur de l'élection et un rapport à la représentation. Moi, je le vois dans mon université, on n'a jamais eu autant d'engagement. Là, on va évaluer ces engagements puisqu'ils ont des bonus pour engagement. On n'en a jamais eu autant, mais c'est vrai que c'est pas un public qui va particulièrement vers les urnes pour deux raisons. Il y a de la mal-inscription. Alors, on a parlé des conditions dans lesquelles on peut voter. Les jeunes, les 18-25 ans, sont les plus mal inscrits. C'est-à-dire c'est le fait de vivre dans une commune dans laquelle on n'est pas inscrit. Alors, c'est aussi parce qu'on est étudiant, c'est aussi parce qu'on est mobile. Donc ça pose des difficultés. Et puis, dans certaines franges de la population dite jeune, même si toutes les jeunesses ne se ressemblent pas, il y a aussi des défauts de politisation. Et alors, si on veut aller un petit peu plus loin, je pense que l'un des défis des organisations politiques ou des responsables politiques, c'est sans doute de mieux politiser cette jeunesse ou ces jeunesses, de faire un travail un peu plus fort d'encadrement, de socialisation. Je pense que c'est un point important. C'est ce qui pourrait éventuellement résoudre ce défaut de participation. Mais je plaide aussi pour le fait qu'on regarde d'autres indicateurs que la participation électorale. On a parlé d'une présidence qui était peut-être un petit peu verticale. Or, effectivement, se développe ce qu'on appelle la démocratie délibérative, parfois la démocratie sauvage. Donc, c'est une démocratie bricolée, plus spontanée, mais qui est aussi une manière
d'établir un rapport aux politiques auquel il faut être conscient. Et vous parliez de mon livre, nous on parle de ces guichets qu'organisent les élus, le président de la République, mais comme des élus, des députés, du monde va à leur permanence, les interpelle, pas toujours de manière très aimable, mais c'est ce qu'on appelle le contacting, c'est aussi un rapport aux politiques. Donc il faudrait regarder l'ensemble. Mais c'est vrai qu'un soir d'élection ou un lendemain, on est sur ce taux-là, qui est un vrai indicateur. Hein. Je ne dis pas que c'est rien, mais c'est bien de l'élargir. Ouais, le temps de la recherche, c'est souvent pas celui des médias. On en est désolé. Si on essaie de décrypter quand même quelques éléments, 13 millions de Français ont voté pour Marine Le Pen, en tout cas ont mis un bulletin à Marine Le Pen dans l'urne hier soir. Est-ce que... avec quel enjeu, enfin avec quelle volonté? Est-ce qu'il s'agit, on dit qu'il s'agit plus d'un vote d'adhésion que celui dont a profité Emmanuel Macron hier, et a fortiori, qu'est-ce qui lui a manqué? Est-ce que la dimension xénophobe de son programme a été un repoussoir dans la mesure où elle a fait campagne sur le pouvoir d'achat pour peut-être d'une certaine façon masquer ce volet-là de son programme? Voilà, qu'est-ce que vous comprenez de ce qui s'est passé hier sur ce sujet? L'expression vote d'adhésion pose problème, parce que derrière ça, il y a l'idée qu'on vote pour Marine Le Pen avec une extrême conviction. Moi, j'ai rencontré des électrices et des électeurs du Front National qui se disaient peinés d'avoir fait ce qu'ils ont fait, mais certains le font avec conviction. Mais donc là encore, il y a des électorats qui convergent vers Marine Le Pen. En tout cas, ça dénote que dans notre société, il y a des populations, il y a des individus, des agents sociaux qui considèrent que ce qui est en train de se produire, ce qui va se faire en matière de mondialisation, ce qui se développe d'un point de vue économique et social, n'est pas pour eux. Ça, c'est évident. Et effectivement, cette rétraction vers son univers, vers éventuellement quelque chose qui serait ethnicisé, voilà, avec cette peur de l'étranger. Donc, je ne sais pas si c'est un vote d'adhésion ou de conviction, mais en tout cas, c'est un vote qui se répète, qui s'accroît dans le temps, et effectivement, qui montre qu'il existe des territoires et des populations qui se sentent de plus en plus menacées. Julien Freitel.